You are connected. Là, ici, je devrais avoir les gens qui veulent se connecter. Il faut que je fasse share screen. Hein? Est-ce que tu t'as fait oui? Ouais. Puis là, je fais quoi? Je Share? ferme. Je ferme ça? Un peu, pourquoi ça fait ça? Multiple participants. Ah, c'est ça. Puis là, tu dois être capable Mais là, on de voit share pas mon pas. PowerPoint. Ben, c'est ça, je comprends. Parce que pourtant, Arrêtez, arrêtez. Ça fait longtemps. J'ai compris. Là, tu peux faire ça ou bien ça. ah non, ça marche. Allons-y. Parfait. Bon, ben bonjour. Alors, Michel et moi, aujourd'hui, on va présenter concernant les blessures en course à pied. En fait, on voulait s'interroger sur les paramètres d'entraînement, puis justement sur la fameuse règle du 10 qu'on entend beaucoup parler, là. En fait, on se questionnait, est-ce que cette règle-là est scientifiquement fondée? En entrée de jeu, en fait, juste faire un... Bon, comment je fais pour changer? OK. Par rapport au plan de la présentation, là, on va commencer avec une introduction, puis on va vous présenter l'article qu'on a choisi pour parler de ce sujet-là. On va vous présenter la méthodologie, les résultats, puis la discussion, en fait, de l'étude. On va en faire aussi notre analyse critique. Puis finalement, on va vous présenter d'autres données sur le sujet, puis d'autres éléments aussi qui sont à considérer par rapport à ce sujet-là. Fait que juste avant de commencer, puis tu sais, pour lancer un peu la réflexion, là, vous, quand vous voyez une personne, un coureur ou une coureuse qui a une blessure, qui s'est fait une blessure en course à pied, qu'est-ce que vous voulez aller rechercher à l'histoire autre que, bon, sa blessure en elle-même puis ses symptômes? Quantification. Les changements. Les changements de... Entraînement, chaussures, surface, Ouais. dénivelé, changements. Exact. Parfait. Puis, l'autre chose aussi, c'est vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous appliquez comme recommandation, comme progression d'intensité d'entraînement, tu sais, en course, par exemple? Individualisé. Mm. La façon passée, c'est son expérience de combat. La pathologie. Les objectifs aussi.
Je ne pas changer trop de variables en même temps. Ouais. Appliquez-vous le 10 Parfois. Quand ça- Ouais. Quand ça fait. Puis quand est-ce que ça fit? Oui. quand c'est Non, individualisé. mais quand est-ce? Y a-tu des Particulièrement quand on est dans une historique de douleur. C'est ce qui est répétitif dans le temps, là, tu sais, pas qui recommence, tu blesses à quelque part, Ouais. c'est des variables à blessure. Fait que, c'est ça. Les gens qui ont eu des progressions plus agressives avec les échecs. Comme ça, il faut participer. Et vous, de votre côté, avez-vous comme remarqué dans votre expérience si quand le 10 n'était pas respecté ou quand c'était plus que ça, qu'il y avait plus de blessures ou pas tant? C'est variable. C'est variable. Et une question, Je sais pas trop comment progresser. 10 pour vous, c'est quelque chose de conservateur? 10 à 15, plus. OK. C'est assez conservateur, oui. OK. Hmm. Mais personnellement, j'ai déjà fait ça, puis j'ai fait une fois de step. C'est ça. Ouais, individualisé. Ouais. Bon, parfait. Fait que partons de là, tu sais, ça met quand même l'eau à la bouche pour le reste, là. Fait que d'abord, ben, tu sais, pourquoi nous, on a choisi de parler de ce sujet-là? Parce que la course à pied, c'est un sport qui est super fréquent, là, tu sais, puis plusieurs personnes, c'est super accessible, là. L'autre chose, ben, à cause du stress mécanique que ça engendre, ben, les blessures sont fréquentes, là. Jusqu'à 85 des coureurs annuellement vont se blesser en courant. Puis, il n'y a pas de guidelines clairs encore vraiment concernant la progression idéale là, des paramètres d'entraînement. À droite, là, c'est un extrait de notre Bible là, qu'on a dans chacun des bureaux, là, ou presque, le Bruckner and Kans. Puis, en fait, ce que ça dit, là, on l'a mis là parce que la dernière phrase, il disait, ben eux, il n'y a pas tant d'évidence actuellement, mais que ça semblait adéquat de dire, ben limitons la progression de l'entraînement à 10 Et chez les joueurs de football, peut-être. En fait, c'est qu'ils variaient. Ils ont montré, ici, c'est pas spécifique à la course à pied. Là, ils ont C'est ça. montré des études peut-être chez des joueurs de différents sports. Parce qu'en haut, effectivement, il parle du football, mais un peu plus tard, il parle de la course, là. C'est que les coureurs novices, ça, fait que... Ouais, l'étude de Nielsen. Mm. Parfait. Donc, on a été chanceux parce qu'il y a une étude qui est quand même parue récemment, une revue systématique sur le sujet, donc par justement là, des auteurs quand même affiliés là, au Québec, même s'ils ne sont pas nécessairement là, en recherche. En recherche à l'Université Laval, ils sont plus avec l'Université dans l'Ouest, à mon souvenir. Bref, The Association Between Running Injuries and Training Parameters, fait que c'est vraiment une revue systématique sur le sujet qui est parue en juillet 2022, donc quand même assez récente. Puis ils ont un peu fait le travail pour nous de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Fait qu'on vous présente cet article-là. Donc, c'est une revue systématique. Puis en fait, bon, au niveau de la méthodologie, c'est quand même une étude qui a été bien faite. Là. Ils ont enregistré leur protocole sur un registre là, pour vraiment expliquer les paramètres puis les éléments qu'ils allaient faire avant de faire l'étude en tant que telle. Ils se sont basés sur la méthode Prisma pour bâtir leur revue thématique et pour rapporter les données. Ensuite de ça, on a eu une recherche de la littérature quand même exhaustive sur 4 bases de données différentes. Puis, à noter que les études incluses, en fait, leur recherche s'est faite jusqu'à juillet 2020. Fait que tout ce qui était paru depuis 2020 à aujourd'hui, ben, ça n'a pas été inclus. Mais spoiler alert, il n'y a pas eu grand-chose de fait depuis ce temps. Puis par la suite, tous les articles qu'ils ont inclus dans leur étude, ben, ils ont révisé manuellement les références bibliographiques pour pouvoir identifier d'autres études qui n'auraient pas été répertoriées dans les bases de données. Pour leur processus de recherche, ils ont utilisé des mots-clés en lien avec la course, les paramètres d'entraînement, puis tout ce qui touchait blessures, douleurs ou pathologies musculo-squelettiques du membre inférieur. Les critères d'inclusion pour les articles, ça devait être des articles soit en français ou en anglais, qui impliquaient de la course chez des sujets humains. Hein. Les animaux, c'était pas dans notre intérêt. Il fallait qu'il y ait un programme de course, mais ça n'avait pas nécessairement besoin d'être un programme structuré. Là. Ça pouvait être aussi selon le désir du coureur. Que ce soit une étude clinique randomisée ou bien une étude de cohorte prospective. Donc, tout ce qui était rétrospectif, ça n'aurait pas été inclus dans cette étude, dans cette revue thématique-là. Puis, évidemment, il fallait qu'il y ait des données sur les blessures du membre inférieur, puis également les paramètres d'entraînement, que ce soit la distance, la durée, la fréquence, l'intensité ou bien les changements d'un de ces paramètres. Donc, pour bâtir vraiment leur extraction de données, il y a eu 2 réviseurs indépendants qui ont identifié tous les articles avec toute la liste des articles
identifiés. Avec le titre et le résumé, ils ont sorti les articles qui semblaient pertinents. Tous les articles qui semblaient pertinents ont été lus en entier, puis à ce moment-là, on a déterminé lesquels allaient être inclus dans l'étude. Puis si jamais il y avait de la discorde, il y avait un troisième réviseur qui pouvait trancher sur le sujet. Pour ce qui est de l'extraction des données, c'est un formulaire assez standard, mais qui avait été préétabli, là. Donc, on extrait l'auteur, le devis d'étude de la population, c'est quoi les méthodes qu'ils ont utilisées là, pour identifier les blessures, c'est quoi la définition des blessures, quel type de programme de course, quel type de coureur, c'est quoi les paramètres d'entraînement, puis également, là, on extrait les résultats de chaque étude individuellement. Puis, c'était fait initialement par un premier réviseur et complété au besoin par un deuxième réviseur si le premier n'était pas certain des données. Pour s'assurer qu'on avait des études incluses qui nous permettaient d'avoir des conclusions fiables, il faut s'assurer que les études incluses dans la revue thématique sont de bonne qualité. Donc, ils ont utilisé là, un outil d'évaluation de la qualité des études qui est standardisé, basé sur 14 items là, en lien avec la question de recherche, le devis, les mesures, les interventions s'il y en a dans les essais cliniques, puis l'analyse, les résultats et les conclusions des auteurs. Fait que c'est classé en fonction d'une étude de qualité élevée, bonne, moyenne ou faible. Puis, il y a 2 réviseurs qui s'occupaient de faire cette analyse-là pour s'assurer qu'il y avait une bonne fiabilité entre les évaluateurs puis que tout le monde était d'accord sur la qualité des études. Malheureusement, les auteurs n'ont pas été en mesure de faire une méta-analyse, donc une analyse quantitative des données, étant donné qu'il y avait trop d'hétérogénéité entre les études. Fait que c'est vraiment une revue qualitative des évidences, mais ils se sont basés quand même sur les guidelines de Cochrane pour vraiment décrire les résultats nécessaires, puis en se basant sur justement l'imprécision, le risque de biais dans les études, les similarités qu'il y avait entre les différentes études, puis également là, sur les résultats, puis l'inconsistance entre ceux-ci. Puis en fait, ça nous permet de dire que les recommandations faites dans la revue thématique, on peut dire si c'est un niveau de preuve élevé, modéré, limité, très limité ou conflictuel. Donc, les données qui ont exclu, franchement, on en parle depuis le début, là, mais c'est le nombre de blessures sur le nombre de coureurs total. Puis également, là, ils ont ensuite fait une analyse pondérée là, sur les catégories de coureurs selon ce que les auteurs des études incluses décrivaient comme des coureurs novices, récréatifs, compétitifs ou bien une cohorte mixte. On va vous présenter maintenant les résultats qui sont ressortis de cette étude-là. Bon. Fait à droite, là, en fait, ce qu'on peut voir, là, c'est que au début, là, il y a un peu plus que 9000 études qui avaient été incluses. Puis bon, au final, c'est 100 études là, qui ont été, dont la lecture s'est faite en fait au complet, puis 36 études qui ont finalement été incluses là, dans l'étude, puis qui correspondaient vraiment aux critères là, d'inclusion. Puis pour ces 36 études-là, en fait, ça totalisait 23 047 coureurs, dont 44 étaient des femmes. Puis quand même, sur 36 études, 22 étaient de qualité méthodologique élevée, 5 bonnes, 5 modérées et 4 faibles. Puis le résultat là, final qu'on est arrivé, c'est qu'il y avait des blessures chez 26,2 des coureurs, novices 14,9 récréatifs 26,1 puis compétitifs 62,6 Finalement, mix, là, ça, c'est les études dans lesquelles ils présentaient des données chez multiples catégories de coureurs, 27,6 de blessures. On va prendre les résultats là, pour chacun des paramètres de course, qu'on commence avec la distance. Certaines études ont démontré qu'une grande distance de course amenait une augmentation des blessures. Au total, 8 études ont démontré ça pour 4 de grande qualité, 2 de moyenne puis 2 de faible. Mais il y a quand même 4 études qui ont démontré que de courir une grande distance amenait une protection contre les blessures. 2 de grande qualité quand même. Puis il y a 7 études qui ont démontré qu'il n'y avait aucune association entre la distance courue puis les blessures. Maintenant, pour la durée de la course, une étude de grande qualité montrait qu'une grande durée de course augmentait les blessures. 3 études de grande qualité montraient qu'une grande durée de course diminuait le nombre de blessures. Puis finalement, 7 études montraient qu'il n'y avait aucune association entre la durée puis le nombre de blessures. La fréquence, fait qu'une grande fréquence de course augmentait les blessures dans une étude de grande qualité, diminuait le nombre de blessures dans 3 études de grande qualité, puis encore une fois, dans 7 études, il n'y a aucune association entre la fréquence et le nombre de blessures. Pour l'intensité de la course, fait que des entraînements intenses augmentaient les blessures dans 2 études, dont une de grande qualité.
amenait une protection contre les blessures dans 2 études de grande qualité, puis il n'y avait aucune association dans 8 études. Puis il y a 2 études qui démontraient même des résultats contradictoires là, à l'intérieur de la même étude. Puis finalement, ce qui nous intéresse un peu plus par rapport à notre question du 10 là, c'est le changement des paramètres d'entraînement. Il y a 5 études qui montraient qu'une augmentation récente du paramètre d'entraînement, en fait, ici, c'était la distance dans ces études-là qui étaient étudiées, là, fait qu'une augmentation récente de la distance amenait une augmentation des blessures. Ça, ben, c'est 2 études de grande qualité, entre autres. Il n'y a aucune étude qui montrait que le changement récent des paramètres protégeait contre les blessures, mais il n'y a quand même aucune association, là, surtout les études qui étudiaient le changement de fréquence et de durée de la course. Puis finalement, il y a des résultats contradictoires dans une étude. Puis il y a un essai clinique randomisé spécifiquement là, qui traitait du 10 puis dont la conclusion était que l'augmentation de course de 10 par semaine n'avait pas d'effet préventif contre les blessures. Donc, comme c'était notre sujet d'intérêt, on a décidé de vous présenter un petit peu plus en détail les différentes études là, individuelles qui présentaient des données sur le sujet là, dans la revue systématique. Donc, juste pour vous guider un petit peu, là, ECR, c'est les essais cliniques randomisés. Il y en a juste 2. Fait que vous allez voir 2 études avec ECR écrit à côté. Puis, le petit astérisque, c'est pour identifier les études de grande qualité. Puis, on vous a rajouté le nombre de coureurs là, qui est inclus dans les études. Donc, on va passer rapidement les différentes études. Fait que la première étude de Bovens démontrait que dans la dernière des 3 phases de préparation à un marathon, il y avait une augmentation du risque de blessure. Puis à ce moment-là, l'augmentation moyenne de volume d'entraînement était de 24,9 C'est quand même une étude de petite taille là, avec un N de 73. Ensuite, l'essai clinique dont on vient de parler, là, de Buist, qui est quand même avec un N intéressant, là, qui montrait qu'il n'y avait pas de différence justement quand on progressait de plus de 10 versus moins de 10 par semaine pour une période de 8 semaines. Puis, encore le même auteur, mais dans une autre étude là, de cohorte, montrait qu'il n'y avait pas d'association justement entre le changement de fréquence ou de durée puis le risque accru de blessure, encore toujours sur une période de 8 semaines. Il y a une étude de Damstead qui, elle, a démontré une augmentation du risque de blessure à 21 jours si on augmentait de 20 à 60 notre volume d'entraînement comparativement à moins de 20 par semaine. Par contre, cette différence-là était vraiment pour le début du programme d'entraînement. On n'avait pas de différence quand on passait à 56 ou à 91 jours d'entraînement. Puis, étonnamment, les personnes qui avaient augmenté de plus de 60 leur volume n'avaient pas d'augmentation par rapport aux gens qui avaient augmenté de moins de 20 Chez l'étude de, bon, je ne prononcerai pas son nom, là, mais la première en haut, ici, se sont plus intéressés là, au ratio entre la charge aiguë versus chronique. Là, fait que justement, là, quand on a une charge un peu plus augmentée une semaine par rapport à notre état de base, il n'y avait pas d'association avec le risque de blessure sur 24 mois. Puis ici, il ne parlait pas nécessairement c'était quoi le volume d'augmentation. Fait qu'on ne peut pas tirer de conclusion franche là, de ce côté-là. L'étude de Hayes a démontré qu'il y avait plus de blessures chez les coureurs qui avaient une plus grande différence de distance entre leurs semaines, justement, avec un volume habituel, puis les semaines à grand volume, à grande distance, là, sur une période de 3 mois. On a frôlé le seuil de signification statistique, mais est-ce que c'est un problème de puissance ou est-ce que vraiment il n'y a pas de différence? C'est pas clair. Finalement, dans une petite étude là, de Lehman, on n'avait pas d'augmentation des blessures avec une augmentation hebdomadaire. C'est un programme de 4 semaines. Fait que de la première à la deuxième, augmenté de 34, après ça de 33 ou de 37 comparativement à une augmentation de 2, 20 et 12 Une des études de Nielsen démontrait qu'il y avait une augmentation de blessures si on progressait de façon plus rapide, là, avec une augmentation de 32 versus 22 sur 10 semaines. Mais encore une fois, ce n'était pas statistiquement significatif. Est-ce que la question de la puissance se pose ici? Et par contre, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il y avait il y avait une plus grande augmentation de volume dans la semaine qui précédait les blessures comparativement aux autres semaines. Il y a quand même un effet de ce côté-là. Une étude de beaucoup plus grande envergure là, de Nielsen qui montrait que, justement, là, pas d'augmentation significative du risque de blessure là, quand on progresse de 10 à 30 ou de plus de 30 comparativement à moins de 10 là, sur une période d'1 an. Ça, c'était pour toutes blessures confondues.
Par contre, ce qu'il disait, c'est qu'on avait une tendance là, à augmenter les blessures reliées à la distance. Donc là, j'imagine plus des trucs comme des périostites ou des blessures fractures de stress versus un entorse, que c'est un événement aigu qui n'a pas nécessairement de lien avec la distance. Là. Chez nos coureurs qui augmentaient de plus de 30 là, en termes de volume comparativement à 10 Finalement, Ramskov, c'est un peu différent. Eux, ils ont comparé des coureurs, c'est un essai clinique, ils ont comparé des coureurs qui ont progressé en termes de volume et d'autres qui ont progressé en termes d'intensité, puis ils n'ont pas trouvé de différence entre les deux groupes. Mais on n'a pas vraiment de témoins avec une augmentation moindre, là, fait que c'est plus difficile pour la question du 10 Puis finalement, Winter, eux, ont démontré qu'il y avait une augmentation là, il y avait, dans les 4 semaines qui précédaient une blessure, il y avait au moins une fois une augmentation de plus de 10 dans le volume d'entraînement. Puis généralement, quand on regardait les données, c'était chez la majorité des gens, c'était plus de 30 qu'ils augmentaient avant leur blessure. Fait qu'à partir de ces résultats-là, en fait, l'étude a pu tirer quelques conclusions. Là, au niveau de la discussion, ce qui ressortait, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune recommandation claire qui était possible de faire par rapport à la progression idéale des paramètres d'entraînement, ce qui faisait que l'application clinique des résultats de l'étude était plutôt limitée. Puis ce qui ressortait, c'est que les résultats étaient surtout trop hétérogènes pour pouvoir les généraliser à tous les coureurs. Certaines hypothèses ont été tirées là, par rapport à la cause de ça, entre autres l'absence de définition claire puis de guidelines standardisées. Par rapport à la classification des coureurs, à savoir s'ils sont novices, intermédiaires, tout ça, il n'y avait pas de classification, de définition claire. Même chose pour la définition de qu'est-ce que c'est qu'une blessure. Ça pouvait varier là, d'une étude à l'autre. Puis l'autre chose, c'est que les blessures sont multifactorielles. C'est beaucoup plus que de juste les paramètres d'entraînement, ce qui fait que juste s'attarder aux paramètres d'entraînement, on se rend compte que dans le fond, c'est plus complexe que ça. Puis dans les études qui étaient incluses, il n'y avait vraiment pas un grand nombre d'études qui incluaient des données concernant les caractéristiques des coureurs, là, les caractéristiques intrinsèques, ce qui fait qu'en réalité, les coureurs ils ont des variations individuelles, ce qui fait qu'ils vont avoir une capacité d'adaptation sur le changement de l'entraînement qui va être différente. Là. Fait que, bref, pour répondre à notre question initiale, ce qui ressortait, c'est que la règle du 10 par semaine à appliquer à tous les coureurs, c'est trop simpliste, c'est plus complexe que ça, puis ça doit être individualisé un peu comme on disait au début. Donc, pour ce qui est juste de l'analyse critique de l'article, avant qu'on passe un peu plus dans d'autres sujets là, sur les autres données qui sont sorties sur le sujet, puis également à quoi on devrait s'attarder en clinique. En fait, il faut quand même reconnaître là, le travail de synthèse exhaustive qui a été fait là, par les auteurs de cette étude-là, qui ont cherché quand même 4 bases de données, qui ont utilisé des outils validés pour évaluer la qualité des articles, puis également là, utiliser une classification du niveau de preuve basée sur les recommandations Cochrane. Ils ont tenté de présenter les résultats en fonction du type de coureur, donc pour justement pouvoir nous aider un petit peu aussi, là, nous, chez des coureurs débutants versus plus avancés. Faut souligner que quand même, il y avait 27 études considérées de qualité méthodologique élevée ou bonne, fait que c'est quand même bon. Puis il faut considérer que justement, tout ce qu'on peut tirer d'une méta-analyse ou d'une revue systématique, comme dans ce cas-là, ça se mesure en fonction des études qui sont incluses. Fait que si c'est des études de pied de qualité, c'est sûr que les recommandations ne seront pas très, très valables. Puis finalement, ce qu'on a trouvé très pertinent, c'est que justement, les auteurs reconnaissent les limites de simplement l'analyse des paramètres d'entraînement, que c'est vraiment comme un peu la pointe de l'iceberg en quelque part, parce qu'il y a vraiment d'autres éléments à considérer. Puis ils ont proposé des pistes de solutions pour essayer d'uniformiser un peu les études à venir pour qu'on puisse avoir des conclusions plus valides là, dans le futur. Pour ce qui est des faiblesses, on en a déjà parlé un peu. La faiblesse principale, c'est en fonction de justement l'application clinique de cette revue systématique-là. Malheureusement, on ne peut pas faire aucune recommandation là, actuellement. Puis en fait, comme on le disait déjà, c'est en lien avec les limitations là, des différentes études. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a seulement 14 des études incluses qui utilisaient une mesure objective du volume d'entraînement et des paramètres d'entraînement. Fait que, est-ce que vraiment les participants faisaient le volume qui est rapporté, qui en faisait plus, qui en faisait moins, on ne le sait pas. Fait que c'est vraiment important d'inclure des mesures objectives, que ce soit avec les téléphones intelligents, l'accéléromètre, etc., là, ou des mesures de fréquence cardiaque, des fois, qui peuvent nous gager sur l'intensité. Mais ce serait à considérer pour les études futures. Puis, on en a déjà parlé, là, les définitions des blessures étaient variables d'une étude à l'autre. La durée de suivi aussi, parce que c'est sûr que plus on étend un suivi, il y a plus de risques cumulatifs de blessures au final. Puis les différents facteurs confondants là, chez les coureurs.
Puis au final, au niveau de l'article en tant que tel, ben, il y a une information manquante là, au niveau des conflits d'intérêts puis des sources de financement. Là. Fait que généralement, on aime bien que ça soit rapporté dans les études et ça n'a pas été fait. Comme je vous disais plus tôt, là, je vous ai un peu gâché le punch, mais il n'y a pas vraiment de données plus récentes qui sont sorties là, sur le sujet, en fait, depuis la revue. Fait que j'ai ressorti une vieille étude, une vieille revue systématique de Damstead qui incluait seulement 4 études, qui, elle, a démontré qu'il y avait une augmentation du risque de blessure avec une augmentation subite de la charge d'entraînement. Mais encore là, on n'a pas rien de concret à se mettre sous la dent. Puis, Ramska l'étude que je vous ai parlé plus tôt, là, c'était une. Ils ont pris les données de l'étude que je vous ai présentée tantôt, puis il y avait un groupe où ils ont voulu savoir s'il y avait une interaction chez les coureurs qui augmentent leur volume et leur intensité en même temps. Puis en fait, il n'y a aucune interaction qui a été démontrée. Fait que les coureurs qui augmentent leur fréquence et pas leur fréquence, mais leur volume et leur intensité d'entraînement n'ont pas plus de blessures par rapport à ceux qui vont avoir une régression de 0 à 10 de leur volume puis de leur intensité d'entraînement. Que ce soit fait de façon absolue ou en distance mesurée. C'est pour ça que j'ai des pourcentages puis des distances en kilomètres, mais bref, il n'y a rien de significatif là-dedans. Puis comme on l'a abordé un petit peu plus tôt, bien évidemment, là, il y a vraiment plein d'autres paramètres à considérer quand on veut s'attarder à la prévention des blessures en course à pied ou dans n'importe quel autre sport. Puis c'est là que la notion de charge d'entraînement externe puis interne devient importante parce que justement, la charge externe, oui, c'est sûr que c'est un élément qu'on considère, hein, tout le travail objectivé, donc justement le volume d'entraînement, les compétitions, l'intensité des entraînements, mais la charge interne qui est la réponse plus psychophysiologique de l'athlète est vraiment pas à négliger. Tout ce qui est en termes de fatigue, des blessures antérieures, des conditions médicales préexistantes, la condition physique de l'athlète, son niveau de stress chez les femmes, le statut hormonal, tout ça, ça a un impact vraiment sur la réponse de l'athlète à l'entraînement. S'il vit un gros stress personnel, ben c'est sûr qu'il est plus susceptible d'avoir des blessures. Fait que, au final, c'est vraiment plus complexe que juste de dire on est capable de prévenir les blessures seulement en modulant le volume d'entraînement. Puis il y a évidemment d'autres choses aussi à considérer, c'est-à-dire toutes les activités qui sont non reliées au sport principal, s'il y a d'autres activités qui mettent l'athlète à risque. Est-ce que, comme on en a parlé plus tôt, est-ce qu'il y a un changement au niveau de la biomécanique de la course? Est-ce qu'il y a des changements au niveau de ses chaussures, un nouvel équipement XYZ ou un terrain plus instable? Tout ça, ça va avoir des impacts, puis il faut le prendre en compte là, pour arriver vraiment à prendre globalement en charge l'athlète puis l'aider à prévenir les blessures ou leur récurrence. Fait que finalement, le point à retenir là, au terme de l'analyse de cette étude-là, c'est que les résultats sont contradictoires au terme de cette étude-là, mais aussi dans les études au fil des ans, puis que la course à pied puis les blessures en course, c'est un phénomène qui est trop complexe pour pouvoir recommander les mêmes recommandations à tous les coureurs, ce qui fait qu'on doit individualiser nos recommandations, puis on doit surtout prendre en compte les caractéristiques personnelles de chacun de nos patients. Puis, pour un peu alimenter là, la discussion puis la réflexion, j'ai mis ici là, le programme du coureur nordique. Je ne sais pas si c'est un programme que vous utilisez un peu là, avec vos athlètes blessés. Oui, mais c'est pas le coureur nordique. C'est la clé. La clé du coureur. Merci, je me trompe tout le temps. Bref. Je voulais vous montrer un peu, j'ai fait l'exercice de calculer les progressions d'une semaine à l'autre. C'était bien plaisant. Fait que, bref, on peut voir qu'entre la semaine 1 et 2, on a quand même une augmentation de 100% de la charge d'entraînement, hein, avec vraiment, on a doublé le temps. Mais ceci dit, c'est le début du programme. Fait que, est-ce qu'on se dit c'est un athlète qui est déjà. Parce que ça, c'est un programme fractionné de retour au sport après une blessure. Je n'ai pas pris, mettons, le programme de j'ai fait mon premier 5 km. Là. Mais ceci dit, bon, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même un programme qui est utilisé, qui peut bien fonctionner. Mais l'élément le plus important, selon moi, c'est vraiment ce que j'ai souligné en bas, qu'on voit un peu tout croche. Mais bref, selon symptômes et confort, reprendre l'entraînement précédent, répéter le même entraînement ou sauter 1 ou 2 entraînements. Puis je pense que vraiment la clé, c'est là, c'est qu'il faut que les athlètes soient aussi capables de reconnaître un peu leur vécu, leur feeling, puis en quelque part, des fois, se permettre un petit peu plus de temps de récupération avant de reprendre le sport pour éviter des blessures qui vont se chroniciser puis peut-être escamoter leur fin de saison. Exactement. Exact. Alors voilà.
D'accord. Aucune question. C'est parfait. C'est clair. Moi, j'ai une question. Oui. On peut revenir à les deux articles, le 2018 et l'autre. Parce que là, ça m'a quand même étonné d'entendre que quand tu as deux affaires, aussi comme l'intensité et le volume, ça n'augmentait pas le nombre de blessures. Là, quand tu t'en lire, ça disait que c'est la cadence qui augmentait. Mais tu sais, la cadence, là, à moins que je me trompe, c'est le nombre de pas par minute, la cadence. Fait que c'est pas les gens qui augmentent leur cadence, normalement, c'est qu'ils diminuent leur force d'impact au sol, c'est pas qu'ils augmentent l'intensité de Ah, l'entraînement. faudrait juste que. Attends, je vais essayer de retourner. Ouais, je vais juste retourner parlais voir le de site. la C'est peut-être moi vitesse. qui ai mal traduit. Il y a ça, d'autres choses que je me disais, puis c'est intéressant dans le commentaire, mais est-ce que ceux qui augmentent et le volume et l'intensité, c'est les athlètes qui déjà ont un biais parce qu'ils sont capables de faire ça, donc ils vont le faire. Alors que C'est ça. l'autre n'est pas capable, il ne le fera jamais, parce qu'il n'ira pas là, parce qu'il sait qu'ils ne sont pas capables. C'est ça la petite limitation. Ouais, aussi, c'est ça. Je peux juste aller chercher l'article parce que je l'ai pas imprimé. Je l'avais imprimé, mais il est resté chez moi. C'est le pace. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne traduction du pace. C'est comme la vitesse. C'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est vraiment la vitesse. J'ai peut-être mal. Jeudi, en soirée, sinon j'ai le vendredi matin. Je sais pas, là, j'ai eu un petit. Oui, en soirée, j'ai envie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai mal traduit la chose. Donc, quand on revient à la conclusion, vous avez déjà. Ça serait pas pire. Exact. C'est ça, C'est ça. exactement. Ben, moi, je reviendrai comme à la question que j'ai posée au début. début. 10%, est-ce qu'on trouve ça conservateur? On trouve ça beaucoup. Et moi, je trouve que quand tu as un athlète de haut niveau qui fait déjà un gros volume, 10%, ça devient énorme. Alors que ça peut être une règle de progression conservatrice chez un débutant. Donc, c'est relatif, là. Alors, d'avoir quelque chose qui est une proportion de volume, d'augmentation, si tu gardes toujours cette proportion-là, tu ne peux pas l'appliquer à n'importe qui. Puis moi, je trouve que ça devient énorme chez quelqu'un qui a déjà un gros volume d'entraînement. Aviez-vous vu la dernière slide? Je pense que c'est parti. Oui. Ça, c'était justement le programme du coureur. La clinique du coureur. On va tout le temps dire. On a quand même une bonne augmentation initiale, puis après, c'est un peu variable. Mais tu sais, ça, c'est vraiment le programme de reprise après une blessure. Ceci dit, c'est pas un jugement, c'est vraiment juste un calcul que j'ai fait, puis ça nous donne une bonne idée. De ce que j'en retiens, c'est sûr que, bon, les auteurs disent qu'on n'a pas de conclusion, mais en tout cas, ce qui semble se tramer, c'est qu'en haut de 30%, il y a quand même, il semble y avoir plus de risques. En bas de 30, ça reste variable. De ce que moi, j'en conclus des différentes études, là, je n'ai pas révisé critiquement toutes ces études-là, mais... L'autre point, c'est que quand on dit 10%, on pense à une progression linéaire. Ouais. Mais quand on tombe dans les athlètes de haut niveau, effectivement, ils ont des périodes où ils poussent, ils vont chercher soit de l'intensité ou ils vont chercher, puis après ça, ils redescendent. Donc, ils poussent sur différents paramètres d'une façon qui est programmée dans un cycle d'entraînement. C'est ça, c'est la périodisation. Puis en fait, il faut apprendre, d'après moi, il faut apprendre du contexte qui a mené à la blessure dans chaque cas. Ça revient toujours à ça. Individualisé. Quelle stratégie n'a pas passé et qui a amené le coureur dans notre bureau? Puis en clinique, quand ils finissent par se ramasser chez nous, ils ont toujours fait quelque chose qui les a amenés là. Universel, c'est facile de faire la réadaptation aussi, de la clinique de la médecine du sport. Il faut s'adapter avec l'athlète qu'on a, avec son mindset, avec ses contraintes, on s'adapte, puis on ajuste nos exercices. Je pense que c'est ce qui se passe avant, on s'adapte. Ce qui se passe après, on s'adapte avec l'athlète. C'est ça. Ce qu'on disait, c'est individualiser au coton. Puis comme disait Pierre, c'est le Weekend Warrior versus l'athlétisme, WGR, l'Olympique, c'est deux mondes. Monsieur, madame, tout le monde, même n'importe qui de juste actif, court souvent pas 5 fois semaine. Non, exact. Ça correspond. Ça marche pas. C'est ça. Qu'il y a quelqu'un qui n'est pas un athlète donne ça tel quel. C'est trop de fois par semaine. Non, c'est ça. Il ne faut pas que la personne prenne ça plus par tablette en disant c'est pas ça. Je pense qu'on a beaucoup d'intensité, de temps, de distance, mais
Nous autres, les étudiants en chute, on le voit, là, la période d'examen, on voit les gens de ça, pratique, stress, ils sont moins focus. Oui, c'est sûr. Ça, on n'en parle pas beaucoup, là, mais c'est un facteur énorme. Puis, les étudiants en chute, on voit vraiment la fluctuation en fonction des nouvelles choses. Il est à beaucoup. Juste au shaker, là. Shaker, c'est à 4 heures du matin qu'ils vont courir à 6. Tu vois, il y a une nouvelle, tu sais. Ben, c'est sûr. C'est évident, mais c'est pas le questionnaire de base. On est là, on focus là-dessus, mais pour le mettre là-dedans, il y a une couple de gars qui font le même pattern que nous. C'est sûr. Ouais. Merci. 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 Merci à vous. Bon, on va se courir.